Scroller infiniment sur Instagram, enchaîner des heures de vidéos sur TikTok ou encore passer les nuits devant un jeu vidéo. Alors face à ces comportements, les nôtres ou ceux de nos enfants, on parle souvent d'addiction aux écrans. Mais au fait, c'est quoi une addiction aux écrans d'ailleurs? Est-ce que ça existe vraiment? Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui revient aux fondamentaux du numérique. Bonjour Vanessa Lalo. Merci beaucoup d'être avec nous dans Métadonnées. Vous êtes psychologue clinicienne spécialisée dans les pratiques numériques. Je suis très content de vous avoir parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Cette histoire d'addiction aux écrans, on en entend parler depuis, j'ai envie de dire, depuis que les écrans existent, même avant bien Internet, même les télés, je suppose qu'on avait des débats un peu analogues. Un peu moins. Un peu moins, forcément. Déjà, je voudrais revenir sur cette définition parce que je crois qu'il n'y a pas forcément un consensus déjà sur cette définition d'addiction aux écrans, addiction au numérique. 1, c'est quoi? 2, est-ce que ça existe vraiment? Alors, je vais d'abord répondre à la deuxième question. D'accord, non, oui. Ça n'existe pas. L'addiction aux écrans, au numérique, aux réseaux sociaux, à l'heure actuelle en tout cas, n'ont pas été considérés comme un critère symptomatique dans les classifications internationales. Donc, il n'y a pas de trouble d'Internet, il n'y a pas de trouble autour des réseaux sociaux ou des écrans, ça n'existe pas. Donc, quand on parle d'addiction au quotidien, c'est très galvaudé et c'est un mot un peu comme on va dire je suis accro au café ou au fromage. C'est nous, dans la société, qui mettons des mots sur ce comportement-là. Par contre, on a une addiction aux jeux vidéo qui a été considérée par l'OMS, sur laquelle il n'y a pas de consensus scientifique. C'est assez récent d'ailleurs, c'était en 2019 ou 2018 2019, j'ai un petit doute. Voilà, qui a été considéré comme le trouble du jeu vidéo, le gaming disorder. Et bon, après, sur ça, on n'est pas d'accord non plus dans la communauté scientifique, donc les classifications évoluent, mais c'est le seul critère qui rentre, en tout cas, dans une classification entre guillemets symptomatique. Donc il n'y a pas vraiment de consensus scientifique sur ce côté addictif. Pourtant, c'est parce qu'il n'y a pas d'addiction chimique, j'ai envie de dire, parce que finalement les réseaux sociaux ils sont un peu faits pour ça. On dit que ça libère, alors je sais pas, de l'endorphine quand on scrolle, quand on reçoit des likes, etc. En fait, j'ai envie de dire, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a l'impression, qu'ils sont faits pour nous rendre addicts, et puis 2, j'ai envie de dire, d'une façon un peu naïve, ouais, d'accord, mais enfin, moi, quand je suis sur TikTok, je scrolle comme un fou pendant 2 heures et j'arrive pas à poser mon téléphone. On peut en parler. Alors voilà, non mais, quelque part, pourquoi c'est pas une addiction, ça? Pourquoi est-ce qu'on peut pas dire que c'est une addiction? Alors, dans le modèle des addictions, on a de base, c'est une dépendance avec une compulsion de répétition. Donc, effectivement, ça pourrait faire rentrer n'importe quel type de comportement. Sauf qu'il faut quand même qu'il y ait un certain nombre d'éléments de l'augmentation de prise de toxiques, par exemple, le syndrome de sevrage, dans les cas d'addiction avec symptômes. Dans le cas de tout ce qui va être les addictions comportementales, parce que, par exemple, tout ce qui est les troubles du comportement alimentaire, c'est rentré dans les addictions comportementales, anorexie, boulimie, etc., l'addiction au sexe, l'addiction au sport, c'est des choses qui ont été déterminées. Maintenant, est-ce que c'est ça les bons critères pour pouvoir aider quelqu'un? Pas forcément. Et du coup, en cabinet, en fait, la plupart des gens qu'on va recevoir qui sont addicts aux réseaux sociaux, à Internet, au scroll, à TikTok, c'est pas du tout de l'addiction. En fait, d'abord, on y passe du temps. Ça veut pas dire qu'on est addict. C'est pas parce qu'on a une pratique qui est excessive que c'est de l'addiction. Ça peut recouvrir, ça s'appelle du coping, en fait, du coping. Coping. C'est un terme anglais, du coup, c'est une stratégie d'adaptation à un comportement. Donc, si on a des troubles anxieux, par exemple, ou des insomnies, on va avoir tendance à scroller beaucoup plus longtemps, le soir, tard. Donc, si on part du principe que c'est l'écran qui a créé ça, qu'on a une addiction aux écrans et qu'il faut bannir les écrans, en fait, on va complètement oublier que la personne de base est anxieuse, qu'elle a des troubles anxieux qui, de toute façon, ne partiront pas. Donc, c'est vraiment des stratégies d'adaptation dans ces cas-là. Après, beaucoup de gens passent du temps sur ces outils parce qu'effectivement, ils sont faits pour nous faire passer du temps. Mais là, on est plus dans l'économie de l'attention que dans l'addiction, en fait, à proprement parler. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont des dark patterns pour nous pousser à y passer du temps. Mais on a le droit de reprendre la maîtrise sur notre comportement aussi. Donc, le problème d'une addiction, c'est quelque chose qui est déréglé au niveau de notre contrôle de l'impulsion, en fait. Et c'est pas tant le cas. Mais ça veut dire que, par exemple, contrairement à la cigarette, à l'alcool, à des choses comme ça, il n'y a pas de phénomène de sevrage. C'est-à-dire que si je passe 6 heures par jour, ce qui est d'ailleurs, à mon avis, pas tant que ça, il y en a qui passent beaucoup plus, mais mettons, je passe 12 heures par jour à scroller TikTok ou Instagram ou à jouer à un jeu vidéo, peu importe. Si du jour au lendemain, on me retire ça, déjà, est-ce que c'est une bonne idée ?
Et deux, est-ce que c'est nocif? Parce que on dit souvent que, par exemple, un alcoolique, il ne faut pas le sevrer d'un coup, ça peut être dangereux, avec le tabac aussi. Là, est-ce qu'il y a ce phénomène de sevrage? Alors, a priori, non, on ne sait pas ce qu'on a pu observer. On n'a pas de réaction physiologique qui va faire qu'on pourrait être en danger. Donc, c'est quand même le premier point à noter quand on parle de sevrage. Il y a quand même une notion potentiellement de mise en danger de la personne. À part, bon, dans le cas de la nicotine, il n'y a pas de danger pour la personne, mais on sent vraiment quelque chose qui physiologiquement nous met en manque, en fait, hein, d'un point de vue physique, avec les réseaux sociaux, etc. Pas du tout. Par contre, vous me parliez de 6 heures au départ et après 12 heures. 6 heures par jour, c'est un peu la bascule au-delà de laquelle on commence à avoir un certain nombre de symptomatologie physique aussi, hein, parce que c'est la posture du corps, c'est les yeux, c'est une certaine fatigue, c'est la lumière bleue potentiellement, c'est tout un tas de surstimulation. Je dis ça parce qu'il y a eu un baromètre du numérique qui sort chaque année, celui de 2023. Je crois que la moyenne, c'est 32 heures par semaine devant un écran. Alors, c'est pas forcément sur un réseau social, mais devant un écran. Moi, ça m'a fait penser quand même, le temps de travail, c'est 35 heures. Quoi. Donc, on est quand même sur des durées qui sont... On passe beaucoup de temps aussi à travailler sur écran. Oui, donc, bien sûr. En fait, ces chiffres-là se combinent. Et aujourd'hui, on peut faire de la prévention en disant c'est maximum 2 heures par jour, parce que c'est ce que préconisent, par exemple, les fédérations de cardiologie, l'ANSES, etc., pour lutter contre... En plus du travail, évidemment. 2 heures par jour en plus. Non, 2 heures tout court. Devant un écran. Ouais, maximum, pour ne pas avoir de risque cardiovasculaire et pour lutter contre la sédentarité. C'est pas possible. C'est ça. On est d'accord. Beaucoup. Il y a des gens qui font des métiers qui font qu'ils peuvent ne pas être 2 heures par jour. Enfin bon, moi, par exemple, je suis journaliste. Voilà. C'est 10-12 heures par jour et plus que 2 heures par jour. En tout cas, ce qui est important, c'est d'entendre qu'il y a des préconisations pour lutter contre la sédentarité, etc., et nous pousser à faire de l'exercice physique pour entretenir notre cœur. De l'autre côté, c'est à nous après de comprendre comment maîtriser mieux nos comportements pour alterner les activités. On peut faire un peu d'internet, un peu de réseaux sociaux, un peu de jeux vidéo et avoir des moments de lecture avec des éléments tangibles dans les mains, faire un peu de sport, marcher dans son appartement si on n'a pas une grande maison où on peut courir dans un jardin mais faire des allers-retours dans son couloir. Enfin, c'est des petites choses bêtes, mais juste pas rester scotché trop longtemps devant les écrans. Mais tout comme quand on conduit, on a des panneaux sur l'autoroute qui nous disent toutes les 2 heures, faites une pause, prenez un petit café, dégourdissez-vous les jambes. Donc c'est un peu pareil, il faut se dégourdir les jambes, il faut regarder un peu loin, etc., pour pas avoir trop de problématiques. Donc après, en termes de santé mentale, au-delà de 6 heures, ça peut avoir un impact, mais c'est plutôt sur les personnes qui sont fragilisées au départ et qui effectivement vont plus être dans un refuge anesthésiant. Quand c'est son métier, c'est pas du tout la même chose. Oui, bien sûr. Donc moi, mon problème avec la notion d'addiction au réseau et au numérique, d'abord, elle n'existe pas, donc on ne va pas pathologiser, médicaliser quelque chose qui n'existe pas. Ça peut aussi faire culpabiliser. Bien sûr. Mais ce sera peut-être reconnu dans un second temps. Après, moi, c'est la même chose qu'avec les jeux vidéo. Je pense que ce qui est important, c'est pas tant la quantité que la qualité. Et aujourd'hui, en fait, c'est pas un bon baromètre. C'est pas comme je fume un paquet par jour, je bois une bouteille d'alcool par jour. Ça, c'est des choses qui sont mesurables au niveau de ce qu'on va sécréter comme neurotransmetteurs. Là, au niveau de dégâts sur la santé aussi. Exactement. Mais par contre, au niveau des réseaux ou des jeux vidéo, c'est pas du tout la même chose. En fait, la question, c'est est-ce qu'on est dans du lien social ou est-ce qu'on est tout seul derrière son écran? Est-ce qu'on cherche à battre une intelligence artificielle ou est-ce qu'on est en coopération avec des amis et du coup à développer d'autres choses? Est-ce qu'on est en train d'apprendre l'anglais, développer un apprentissage en termes de culture générale sur tel ou tel sujet? Parce que les jeux vidéo, je prends cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. C'est aussi aller s'intéresser potentiellement, je sais pas, à la mythologie, aller lire des bouquins, être sur des forums, regarder des émissions, partager. Il suffit de voir comment sont conçus les jeux vidéo quand on regarde la série Assassin's Creed ou les choses comme ça. Franchement, je pense qu'on apprend vraiment des choses aussi, parce qu'en amont, ils bossent avec des historiens. Enfin, c'est vraiment, ça peut être effectivement enrichissant. Mais ça veut dire que un jeu, entre guillemets, un peu positif, mais pas forcément un truc soi-disant intello. Je suppose que même un Call of Duty en multijoueur, on peut se faire une communauté. Enfin, il y a de la stratégie. Ça nous fait bosser intellectuellement. Ça veut dire que jouer... Si on est passionné de Call of Duty et jouer 6 heures par jour à Call of Duty, c'est pas forcément un problème. 6 heures par jour, après, c'est quand même beaucoup. Enfin, il ne faut pas oublier qu'on a des journées de 24 heures. Donc, si on dort 8 heures, ce qui est une préconisation, si on travaille 8 heures, il nous reste 8 heures donc ça fait, pour faire tout le reste de notre vie. Donc, après, si on veut avoir une vie affective, émotionnelle, sociale, et puis faire ses corvées aussi en tant qu'adulte ou en tant qu'enfant, jeune, faire ses devoirs, il y a un moment où 6 heures, ça peut avoir du mal à rentrer. Après, c'est son choix de vie. Ce qui est important, c'est que ce soit choisi, que ce soit pas un comportement
comportement, en fait, qui nous soit imposé à nous-mêmes parce qu'on a une souffrance quelque part. Si c'est parce qu'on est en lien social avec nos potes, bon, bah, très bien. Et puis, un exemple comme Call of Duty, les FPS, c'est ceux sur lesquels on a le plus de recherches scientifiques qui va montrer qu'on augmente sa dextérité, sa psychomotricité fine, son acuité. J'en frappe le micro. On parle de Call of Duty. C'est l'effet Call of Duty. C'est l'effet violence. Ouais. On a une meilleure acuité visuelle, une meilleure, des meilleures capacités visio-spatiales pour se repérer dans l'espace, etc. Meilleure concentration, attention, planification stratégique. Enfin, en fait, ça va augmenter potentiellement, selon. Voilà, en tout cas, on perdra pas de morceaux de cerveau. Et du coup, ça c'est intéressant parce qu'on fait une sorte d'entraînement cérébral en fait quand on joue à un certain nombre de jeux vidéo. Mais je donne même des exemples débiles. Un jeu comme Paf le chien où on tire avec une batte de baseball sur un chien qui doit faire le plus de mètres possible. Ben, ça, c'est du calcul de trajectoire, c'est du calcul du déplacement d'un objet dans l'espace. Non, mais même la physique, les mathématiques. Voilà, donc, Angry Birds, c'est pareil. Pour des jeux qui ont pu être très connus, on balance avec une catapulte un oiseau sur des échafaudages pour tuer les cochons verts. Enfin bon, si on prend le scénario comme ça, c'est pas foufou. Mais ça, c'est pareil. C'est du calcul de trajectoire, le déplacement d'un corps dans l'espace. Et en fait, du coup, ça peut être positivé aussi par des parents, par exemple, quand les gamins jouent. Il faut toujours essayer de voir... est-ce qu'à un certain moment, ça peut être éducatif, même si le jeu ne le paraît pas? Et ce qui est pas mal, à mon avis, c'est d'essayer aussi. Parce que honnêtement, moi, alors Call of Duty un peu moins, mais il y a quelques années, je jouais plusieurs heures par jour à Counter-Strike, par exemple, qui est un peu la même chose. Oui, et c'est vrai que j'avais l'impression que sur la dextérité, la concentration, franchement, quand on joue à ces jeux, il faut se mettre dedans. Et donc, c'est vrai que finalement, enfin, vous me confirmerez, mais moi, j'aurais tendance à dire aux parents, ou en tout cas, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui joue, déjà, essayez. Et ne serait-ce que voir la difficulté, à mon avis, et de voir que la personne y arrive bien, ça veut dire qu'il y a vraiment une courbe d'apprentissage. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une sorte de... Pas d'expertise, mais pas loin quand même, mais vraiment de courbe d'apprentissage qui est intéressante. Bien sûr, après, bon, chaque chose qu'on fait dans notre vie nous crée des courbes d'apprentissage positives. Mais après, alors, les personnes qui vraiment détestent les jeux vidéo, et surtout les parents, par exemple, en ce qui concerne les gamins, c'est plus compliqué. Ils se sentent très vite en échec. Et il y a un problème de posture, en fait, aujourd'hui aussi, qui a beaucoup changé, qui fait que c'est difficile de se sentir en échec en permanence. On est censé, de base, l'adulte, être le sachant qui transmet aux générations d'après. En fait, c'est les gamins qui ont la technicité. Donc, ça les met dans une posture difficile. Après, je leur dis, écoutez, c'est pas grave de perdre, c'est pas grave d'essayer et de se rendre compte que c'est pas grave que votre enfant vous mette une misère sur un jeu, parce que ça peut renverser aussi à certains moments les rôles. Mais beaucoup n'ont pas forcément envie de se prêter à ce jeu-là, donc je le comprends. Mais à minima, regardez un replay par exemple sur Twitch ou des extraits sur YouTube avec leurs enfants pour peut-être mieux comprendre de quoi il s'agit, au-delà de ce qu'ils ont pu voir dans les médias, au-delà de la bande-annonce qui va jamais correspondre à rien par rapport au jeu, et créer du dialogue autour de tout ça pour après poser des cadres qui vont être plus pertinents, parce qu'on sait à peu près si le jeu il est en ligne, on va pas l'arrêter quand on demande. Par contre, on était peut-être pas obligé de relancer une partie au moment où c'était l'heure de manger, etc., etc. Et voilà, c'est plutôt ça qui pose problème en fait. Comment on peut encadrer, mais pour encadrer, il faut d'abord mieux maîtriser ces univers. Il faut comprendre. Qui nécessitent pas toujours de jouer, parce que pauvres parents. Certains moments, oui, mais je comprends qu'ils n'aient pas forcément envie. Après, on peut jouer à des jeux qui remettent sur un pied d'égalité. On peut faire un Trivial Poursuite en jeu vidéo et retomber un peu sur ses pattes aussi. On peut jouer à Minecraft, qui est un jeu un peu moche, mais qui est rigolo pour tout le monde et qui rassure les anciennes générations, parce que c'est des petits pixels façon rétro gaming. Il y a plein de possibilités. Et je voulais revenir, comme on parle un peu de Call of Duty, Counter-Strike, etc., il y a un cliché absolument énorme, qui est là depuis des années, c'est les jeux vidéo violents rendent violents. Voilà, c'est vraiment le cliché du jeune qui joue toute la nuit à Call of Duty ou à Counter-Strike et qui, le lendemain, va prendre un fusil et aller tuer tout le monde. Est-ce que c'est documenté? Parce que on en parle souvent quand il y a des fusillades aux États-Unis. On dit ouais, mais il jouait à Call of Duty, il jouait à tel jeu. Est-ce que c'est totalement fake, ou est-ce qu'il y a quand même un début de lien qui a quand même été prouvé un jour, ou c'est vraiment un cliché uniquement? Non, un jour, ce jour n'est pas arrivé. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand il y a des fusillades, un peu de moins en moins, finalement, on vient taper sur le jeu vidéo. On commence à comprendre que ce média qui existe depuis seulement 1962 existe dans notre vie quotidienne. 98% ou 99% des enfants de la tranche d'âge de 10 à 18 ans jouent aux jeux vidéo. Donc, en fait, automatiquement, quand
quand il se passe un drame, en fait, cette personne jouait aux jeux vidéo. Donc c'est un peu facile. Est-ce qu'il avait bu du café? Est-ce qu'il porte des Nike ou des Adidas? Dire, voir Et porter des Nike conduit à prendre un fusil et à tuer des gens, si on exactement. commence à faire des... Donc après, on est sur des corrélations qui, effectivement, existent. Mais enfin, elles ne sont sont pas des pas causalités. significatives et c'est pas des causalités. Toutes les études scientifiques nous montrent qu'ils sont longitudinales. Donc sur 10 ans, vont nous montrer qu'en fait, il n'y a pas de lien de cause à effet, que le jeu violent ne rend pas violent et que le jeu tout court ne rend pas violent. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Par contre, il y a une compétition quand on joue. Et donc, on peut tout à fait, même en jouant à la Barbie ou que sais-je, devenir un peu agressif parce qu'à un moment, si on veut gagner par rapport... Bon, dans les Barbie, on n'est pas censé gagner, mais je sais pas, un jeu de billes, le Monopoly, c'est un des trucs qui rend le plus violent dans les familles, quoi, par exemple. Bon, il existe tout un tas d'exemples comme ça. Moi, quand je joue au rami avec mon grand-père, des fois, c'était compliqué, quoi, la mauvaise foi, tout ça, tout ça. Bon, donc c'est vraiment la compétition qui peut nous rendre éventuellement agressifs à certains moments, mais tout comme quand on fait du sport, en fait, on est en meute, mais on ne le sent pas qu'on est agressif parce qu'il y a l'adrénaline qui monte et puis elle se résorbe assez rapidement. On va courir entre potes après ou faire l'effet de meute. Bon. Alors que quand on joue aux jeux vidéo, on est tout seul dans sa chambre et du coup, c'est ce qui inquiète aussi les familles. Et on a tendance à aller filmer pile le moment où 15 minutes juste après la session de jeu où on est un peu énervé, on a perdu alors qu'on avait mis tout son investissement psychologique dedans. Et effectivement, mais c'est des mauvais exemples parce que ça se résout tout seul, ça se dissout tout seul. Mais ce qui n'empêche pas de leur dire, faites du sport. Oui, aussi, bien sûr. allez vous défouler ailleurs aussi. L'adrénaline, c'est pas forcément bon de la stocker non plus. Il n'y a pas besoin d'écran pour s'énerver en tout cas. Non, non plus. Heureusement d'ailleurs. Tout à l'heure, vous avez prononcé un mot et je voudrais revenir un peu sur le sujet des réseaux sociaux. Vous avez prononcé le mot dark pattern. Je trouve que c'est important ce mot parce que ça montre un peu toute la frontière qui est assez fine finalement entre ce qu'on peut penser de l'addiction et ce que veulent aussi créer les grandes plateformes. C'est quoi un dark pattern forcément qu'on voit alors sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook? C'est quoi? C'est une interface qui est faite pour qu'on passe le plus de temps possible, mais c'est quelque chose un peu pour hacker notre cerveau, pour faire en sorte, je dirais, de nous rendre addicts. Alors vous me dites qu'il n'y a pas d'addiction, mais finalement, c'est quand même j'ai envie de dire, c'est une technologie, enfin un savoir-faire, les dark patterns, qui sont créés quand même pour avoir une conséquence psychologique. Psychologique, oui et non. En tout cas, c'est des principes d'ergonomie, en fait. Donc, le but de toutes ces interfaces, c'est qu'on se sente tellement bien dans ces interfaces qu'on va vouloir y passer du temps. Et là, c'est pas du dark pattern pour le coup, c'est de l'ergonomie. Quand on se sent bien quelque part et que le système nous convient bien et qu'il est tout à fait logique en fait pour notre corps en termes d'affordance. C'est-à-dire que quand on clique, hop, c'est logique et tout coule de source. On va y passer du temps. Mais alors, quand est-ce qu'on tombe dans le dark pattern? Par contre, c'est par exemple le scroll à l'infini fait partie des dark patterns qui sont identifiés parce que en fait, on ne ressort jamais de l'application. À chaque fois qu'on réactualise, on va se retrouver avec de nouveau un contenu, puis on va pouvoir descendre à l'infini, alors que tout le reste dans notre réalité a une fin matérielle. Un bouquin a une fin, ce plateau a une fin, il y a un début, une fin. Là, il n'y en a pas. Donc ça fait partie des biais cognitifs sur lesquels ça peut jouer. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on parle de captologie, tout ce qui est économie de l'attention, on dit beaucoup de choses, on identifie un certain nombre de dark patterns ou de choses qui pourraient nous fragiliser ou avoir des principes addictogènes, entre guillemets, mais ça marche pas sur tout le monde. Prenez ma grand-mère ne sait pas scroll. Donc ça ne marchera pas sur elle, par exemple. C'est bête comme exemple. Donc il faut que le contenu corresponde aussi. Non, pas le contenu. Je veux dire, juste en termes d'ergonomie, il y a un certain nombre de choses. Je sais pas, les flammes sur Snapchat, ma grand-mère n'y sera pas sensible. Le scroll à l'infini sur TikTok ou sur autre, ma grand-mère n'y sera pas sensible. Donc, si on avait tous le même cerveau et qu'on fonctionnait tous de la même manière et qu'on pouvait vraiment infliger aux gens un comportement qu'on a décidé de créer, eh bien, ça marcherait sur tout le monde. Or, ça va marcher sur peut-être 60%, 70% de la population selon. Alors, c'est énorme, mais on peut pas du coup englober et dire que tout les individus vont réagir comme ça, et c'est un peu un problème aussi autour de l'addiction. Tout le monde ne va pas avoir les mêmes réactions, alors que la nicotine va faire chez tout le monde le même neurotransmetteur, l'alcool va, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est difficile aussi de statuer sur toutes ces histoires d'addiction, parce qu'on mélange à la fois ce que l'industrie nous pousse à faire en termes de temps passé, de partage de publications, etc. On va nous pousser à avoir un certain nombre de comportements, et une réalité scientifique, physiologique, qui finalement est difficilement généralisable. Oui, parce que vous parlez du scroll infini sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. C'est vraiment
la grande création des réseaux sociaux de la fin des années 2000. C'est le concept de faire dérouler à l'infini sans en voir la fin. J'ai envie de dire, il y a la V2 de ce scroll infini qui est TikTok, parce que là, cette fois, il n'y a même plus de scroll, c'est vraiment du plein écran. Donc on n'a même plus, c'est juste un contenu qui passe après l'autre. Mais quand même, j'ai du mal à croire que ces boîtes-là, quand elles conçoivent leurs interfaces, je suppose qu'elles ont des consultants ou même en interne des psychologues, des gens qui sont spécialisés là-dedans pour savoir comment je vais avoir le plus de temps de cerveau disponible. Alors après, c'est Lia Odent, pour le coup, qui a beaucoup écrit là-dessus, qui a travaillé chez Epic Games pour Fortnite. On lui a beaucoup tapé dessus en disant qu'elle avait créé un des jeux les plus addictogènes du monde. Elle s'en défend de manière très intéressante en expliquant que son but, elle, n'est absolument pas de créer des patterns addictogènes, mais de faire en sorte que l'expérience de l'utilisateur se passe au mieux et que du coup, on se sente bien dans l'interface pour laquelle on est payé. Et ça, du coup, ça change la donne. C'est-à-dire qu'encore une fois, si on a envie de passer du temps sur un objet, c'est pas parce que l'objet veut nous rendre addicts. C'est parce qu'on a envie de rester sur cette interface, parce que aussi on a nos copains, parce qu'on a un certain nombre de liens sociaux, parce que on a envie de se remplir d'informations, par exemple en ce qui concerne TikTok ou autre, parce que nos potes nous ont partagé une information et du coup on va aller regarder un petit peu ce qui se passe, les hashtags, la curiosité. Et donc pour chaque personne, la pratique va être différente aussi. Donc c'est ça qui est intéressant. On a envie d'y passer du temps. Effectivement, aucune entreprise a envie de nous donner gratuitement un outil juste pour notre bien. Donc clairement, il faut bien se dire à chaque fois, quand un service est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Donc ils font en sorte qu'on y reste pour nous donner de la publicité, pour nous cibler d'un point de vue des données personnelles. Voilà. Après, dans le dark pattern, par exemple sur TikTok, il faut cliquer plusieurs fois pour sortir, parce que sinon on peut pas sortir. Dès qu'on lance l'application, boum, on a une vidéo qui se lance. Il n'y a jamais le panneau sorti. Voilà, on n'a pas le choix en fait avec TikTok. Donc là, ils sont forts. Mais leur but effectivement, c'est qu'on y passe du temps, comme voilà, Facebook a fait en sorte qu'on passe du temps sur ces réseaux, Instagram, Twitter. Voilà, on est dans un jeu de concurrence aussi médiatique. Donc si on passe du temps sur telle plateforme, on ne sera pas en train de passer du temps sur une autre plateforme. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va mal et que l'industrie est toujours en train de chercher, à biaiser notre cerveau. Il y a des biais cognitifs sur lesquels on va jouer. Effectivement, les récompenses, la dopamine, etc. Mais ça ne va pas marcher sur tout le monde. Donc c'est juste ça que je tiens à rappeler, parce que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière non plus. Donc, et puis on peut reprendre le contrôle là-dessus aussi quand on a conscience des biais cognitifs, des biais de confirmation, des biais de scroll, etc. On peut aussi reprendre la main. Donc finalement, l'industrie, elle aura beau nous pousser autant qu'elle veut à vouloir nous faire avoir des mauvais comportements. Après, on est des humains qui avons aussi le choix dans notre vie. On n'est pas obligé d'être des consommateurs passifs, quoi. Par contre, il y a, sur le côté lien social, il y a quand même, je trouve, une différence avec la vraie vie, j'ai envie de dire. Ce que vous dites dans les jeux vidéo, sur les réseaux sociaux, on a un lien avec nos amis. Avant ça, quand on voulait voir nos amis, on allait dans un café, on se retrouvait, on allait dans un parc, je sais pas où, on se retrouvait, on avait un moment de lien social, et puis chacun rentrait chez soi, puis entre guillemets, on était chez soi, mais on savait que les autres étaient chez eux et qu'il se passait plus rien. Aujourd'hui, quand on sort, quand on ferme la plateforme, quand on ferme TikTok, quand on quitte un Call of Duty, on se dit oui, mais quelque part, il y a quelque chose qui continue en permanence. Ouais. C'est ce qu'on appelle le FOMO. Ouais. Ça, c'est quand même une réalité, parce que, enfin, en tout cas, moi, c'est un truc que je ressens personnellement. Moi, je suis journaliste sur Twitter, par exemple. Quand je ferme Twitter, je me dis, j'espère que je vais pas louper quand même un truc important. Ça, c'est quand même une réalité. Bon, après, c'est un biais, vous êtes journaliste. Oui. Donc, effectivement, la recherche d'informations... Mettons, voilà, sur Call of Duty ou sur Instagram... il se passe toujours quelque chose. Bien sûr. Après, on peut rattraper, entre guillemets, ce qui s'est passé aussi en regardant le lendemain matin. On n'a pas une obligation de se reconnecter toutes les 15 minutes pour vérifier ce qui s'est passé. Et le pire, c'est que quand on se reconnecte pour vérifier ce qui s'est passé, en fait, on se dit, mince, j'étais exclu, j'ai raté un moment important social, donc en fait, on le vit plus mal. Donc, autant ne pas se reconnecter pour vérifier ce qui s'est passé. Enfin, c'est bête ce que je dis, mais ça crée de l'anxiété aussi. Alors, le FOMO, c'est pareil que les addictions, etc. Un FOMO, c'est un mot qui est marketing, qui vient simplement décrire un comportement où on a peur... Fear of missing out. C'est la peur de manquer, quoi. C'est ça, peur de manquer quelque chose, peur de manquer un événement. Donc c'est l'événement avec nos potes, la story Instagram de l'événement auquel on n'a pas été invité. C'est effectivement l'information primordiale qui ne nous est pas arrivée aux oreilles. Mais ce qui est rigolo, c'est que depuis quelques temps, on a le mouvement inverse qui s'est mis en place, le ROMO. C'est le relief of missing out. Et en fait, les gens sont soulagés de ne pas avoir accès aux informations, parce que depuis la pandémie notamment, on est tellement dans quelque chose d'anxieux
anxiogène, la guerre en Ukraine ensuite, etc., les changements climatiques, enfin, les gens ont peur, en fait, aujourd'hui. Et donc, dès qu'on allume le moindre média ou la moindre plateforme de réseau social, boum, les mauvaises nouvelles. Alors, sur Facebook, en ce moment, je sais pas pour vous, moi, j'ai que les gens qui meurent, en fait. J'ai plus que ça comme information sur Facebook. Donc, je trouve ça assez Oui, parce qu'il y a un biais dont intéressant. on va pas parler parce que c'est un autre sujet, mais dans tout ça, il y a le problème, c'est que c'est des algorithmes qui choisissent ce qu'on va voir. Donc, encore une fois, c'est fait aussi pour nous afficher, alors en théorie, quelque chose qui est fait Ouais. pour nous faire revenir. Après, bon, sur Facebook, il y a de moins en moins de gens qui publient. Enfin, je donnais cet exemple-là, mais parce qu'il y a de moins en moins de gens qui publient. Puis c'est un des endroits où on annonce son mariage, son divorce, ses gamins et la mort de ses proches, en Oui, fait. oui, oui, Toutes les autres informations, en fait, on les aura sur les autres réseaux, mais Facebook, c'est un peu celui qui a le plus gros carnet d'adresses, en fait, et sur lequel on va mettre pour les les grosses annonces. anniversaires et les... Donc en ce moment, je dis ça en rigolant parce que en même temps, ça me fait pas rire parce que j'en ai un peu marre de recevoir ce type d'informations dès que je me connecte. J'ai le chien de machin qui est mort, l'oncle de machin, la mère, le père. Enfin, je me dis bon, ok, ça devient lourd Facebook quand même. Et au-delà de l'algorithme, hein, je pense qu'il y a vraiment aussi les pratiques qui évoluent. La population vieillit aussi sur Facebook, mais bon, ça c'est un autre point. Je sais plus ce que je voulais dire du coup par rapport à mon exemple de Facebook alors si on parlait, des gens vous morts. disiez qu'il y avait des gens qui voulaient au contraire couper, qui aimaient couper. Et d'ailleurs, je vais utiliser un autre mot marketing, très marketing, c'est finalement un peu la pratique de détox numérique, même si j'aime pas trop ce terme de détox. Mais c'est le fait en gros de se dire, allez, je coupe mon portable et puis je me sens un peu mieux, je me force à ranger mon téléphone ou mon ordinateur. Moi, ça, je déteste, hein, cette notion de détox digital, détox numérique, qui est effectivement très marketing, qui est employée par beaucoup de gourous dans le développement personnel. Je mets beaucoup de gros guillemets qui vont vous faire payer 4 bras un truc pour vous mettre votre portable dans un panier ou pour aller vous emmener à la montagne en famille sans votre portable. Bon, il y a un moment, on est capable nous-mêmes de se déconnecter, on est capable de passer des moments privilégiés. Ce qui est intéressant avec toutes ces nouvelles appellations, que ce soit la nomophobia, le FOMO, le ROMO, c'est que ça nous oblige à mettre des mots en fait sur des comportements et à se dire attends, si je me regarde, si je fais un peu d'introspection sur mes comportements, est-ce que ce comportement-là est bon pour moi, est-ce qu'il est bon pour mon entourage? Un autre mot qui est intéressant aussi, c'est le phubbing, c'est le fait de snober avec son portable, donc c'est le phone snubbing en fait, donc voilà, une contraction, on snob en étant en train de scroll sur son portable ou de répondre aux messages. Voilà. On est avec des gens, mais on est sur son téléphone. Exactement, comme je faisais tout à l'heure quand j'essayais de finir quelque chose pendant qu'on se parlait. Mais bon, parce qu'on fait tous plus ou moins ça à certains moments. Donc, il y a des moments où on a des urgences et on n'a pas forcément le choix. Selon notre métier aussi, ça peut être bon corrélé, etc. Il y a des moments où juste on s'ennuie avec les personnes avec lesquelles on est et du coup on va scroll son portable. Et ça, c'est des comportements qui sont pas très positifs et qui créent des conflits, qui créent des divorces aussi. Enfin, qui les créent, non, ça vient renforcer un certain nombre de conflits qui sont existants. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir ce qu'on est en train de faire aussi de ces nouveaux mots, de ces nouveaux comportements et ce qu'il va pas falloir qu'on se demande un peu nos consentements pour envoyer une note vocale. Est-ce que j'ai envie de la subir? Est-ce que c'est intrusif? Est-ce que c'est au contraire de l'émotion, etc., qui remplace un peu le répondeur qui est complètement has-been? Est-ce que j'ai le droit de snober des gens sur mon portable? Est-ce que je leur explicite tout ça? Est-ce que je m'excuse de devoir passer du temps sur mon portable à un moment donné? Je pense qu'il faut qu'on évolue aussi avec ces nouvelles pratiques qui sont arrivées très très vite. Et qui n'ont pas fini d'arriver. Voilà. Les notes vocales, ça fait quelques années que finalement on voit des notes vocales. Moi, par exemple, quand je reçois une note vocale sur WhatsApp, il y a un truc que je trouve hyper intrusif, c'est quand je l'ouvre, c'est directement au haut-parleur. Je trouve ça hyper intrusif si je suis dans un endroit. Oui, on peut, mais par défaut, c'est en haut-parleur. Non, mais je suis d'accord, on peut le régler. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je me dis, pourquoi est-ce que par défaut, c'est sur haut-pareur? Alors que c'est une note vocale, donc a priori... Après, ça reste un média qui s'ouvre dans une application qui s'ouvre. On le met juste à l'oreille directement et bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est juste des petits détails. Pour les gens qui, dans le métro, m'agacent avec leur note vocale à les écouter, on peut le mettre directement à l'oreille et ça fonctionne très bien. C'est finalement pas tellement la pratique. Et c'est un petit détail technique à la con, j'ai envie de dire, mais ça change un peu la pratique, je trouve. Mais oui, et puis je pense qu'on est encore au début des évolutions techniques. On est au balbutiement, donc on va devoir encore s'adapter pendant très longtemps. Et j'ai une dernière question. Alors, on parlait de détox numérique, je ne vais pas réemployer ce mot-là, mais c'est vrai qu'il y a une autre, ce qui peut ressembler à une légende urbaine, c'est on dit parfois que ceux qui créent ces outils, finalement, dans la Silicon Valley, eux-mêmes, veulent pas que leurs enfants les utilisent, par exemple. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit si vrai que ça. On l'a lu parfois dans la presse sur les patrons des GAFA qui mettent leurs enfants dans des écoles où on est au tableau et à la craie. Ça aussi,
c'est quoi? C'est un truc, c'est une Ouais, c'est une légende urbaine? fake news, C'est une fake news? comme beaucoup autour des écrans. C'est vrai que ce qui est compliqué, c'est qu'on manque de nuances et on manque d'apports scientifiques. En fait, chacun donne son opinion autour des écrans et on dit vraiment n'importe quoi, en fait. Donc, c'est un peu dommageable à la fin pour le public qui est toujours pris dans une espèce d'injonction contradictoire entre il faut mettre des écrans entre les mains de nos enfants parce que de pression sociale, mais si on met des écrans entre les mains de nos enfants, ils vont devenir débiles. Mmh. Bon, attention à toutes ces histoires de baisse des points de QI, c'est complètement faux. On est juste arrivé à un moment de plafond. Notre boîte crânienne n'a pas plus de place, donc on ne pourra pas augmenter les points de QI. Bon, mais notre société va bien. En fait, les gamins vont bien. Bon, et ces histoires de la Silicon Valley, non, c'est complètement faux. C'est surtout qu'une grosse majorité de ces personnes font partie de sectes et du coup, leurs enfants sont dans des écoles qui sont considérées comme sectaires en France. Les écoles Steiner-Waldorf sont considérées comme aujourd'hui une dérive sectaire en France. C'est basé sur de l'ésotérisme, un rapport à la nature qui est extrêmement bizarre. Après, ils vont faire du vin biodynamique dans des vessies de porc Avec qu'ils la enterrent corne, avec des cornes bizarres, c'est dans ça, des ouais. pratiques occultes. Enfin, bon, Ouais. donc chacun son choix, hein. Si vous préférez mettre vos enfants dans des écoles comme ça en considérant que les écrans c'est à bannir, c'est un choix. Après, les écrans, on n'a aucune obligation de les mettre dans notre quotidien partout non plus, surtout avec les plus petits. Ce qui est important avec les enfants, c'est l'interaction déjà entre humains, qu'ils apprennent à parler, qu'ils développent la vision latérale périphérique, parce qu'avant 3 ans, cette partie-là, là, notre angle mort, c'est le moment où elle se développe et après elle se développe plus. Donc voilà, l'ère du langage, ça c'est hyper important. La psychomotricité fine, faire la pince, juste apprendre à faire ça pour avoir les objets en 3D, c'est hyper important. Après, si un enfant sait déjà faire des puzzles ou empiler des cubes dans la vraie vie, qu'il fasse ça sur un iPad dans un second temps, ça ne pose aucun problème. Ce qu'il faudrait juste pas, c'est que ce soit l'inverse en termes d'apprentissage, parce qu'il y a beaucoup de parents qui disent mon enfant sait faire des puzzles 1000 pièces. Oui, vous le mettez dans la vraie vie, il sait 14 pièces max et l'enfant se dépatouille pas très bien parce qu'il n'a pas compris la position des objets dans l'espace. Donc voilà, c'est surtout comment on peut apprendre à vivre avec nos écrans à certains moments qui puissent être sporadiques dans notre vie. Voilà, ils ne sont pas obligés d'être là tout le temps, mais on n'a pas d'obligation non plus de tomber dans les charlatanismes avec des digital detox qui vont nous obliger à... Mais par contre, on peut passer des moments en famille et se dire le soir, je n'allume pas le journal télé pendant qu'on est en train de manger. Alors au pire, si on veut le regarder, on mange avant ou après, on se dépatouille comme on peut. Mais voilà, moi je conseille en famille de faire un petit jeu, de mettre le portable au centre de la table ou dans le salon. C'est-à-dire le premier qui touche le portable, il fait les corvées, la vaisselle, la bouffe de main. Et en fait, du coup, ça marche bien de se dire c'est pas juste les gamins qui doivent se déconnecter parce que Snapchat et TikTok c'est débile, parce que aussi les parents, il y a le WhatsApp des grands-parents, il y a les mails urgents, il y a le match de foot, il y a le journal télé. Il y a du coup comment on peut retrouver du collectif. Et finalement, ce qui pose problème dans nos sociétés avec tous nos écrans, c'est qu'on a chacun un usage très individuel, qu'on ne verbalise pas, qu'on ne partage avec personne en fait. Et quand on est avec des gens autour de nous, on a chacun des expériences qui sont très très différentes. Donc la question, c'est comment on remet ça en collectif, comment on partage des expériences ensemble, comment on peut se montrer différents contenus pour avoir l'impression de vivre quelque chose en collectif en fait, et pas juste chacun le nez Sur son écran. seul sur son écran. Merci beaucoup, Vanessa Lalo, c'était passionnant et puis c'est bien d'avoir peut-être un peu démystifié certaines légendes urbaines. Ouais, 6 heures par jour. Et certains clichés. Non, 6 heures par jour, c'était un exemple. Je fais un peu moins. Merci beaucoup, Merci Vanessa à Lalo. vous.